Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'Écho sur France 24. Alors que François Hollande veut se fier à des signes de reprise, que Nicolas Sarkozy évoque un programme économique alternatif qui reprend en partie sa politique lorsqu'il était aux commandes, certaines refusent l'eau tiède et prônent plus qu'une thérapie de choc, une cure d'amaigrissement généralisée, seule solution pour éviter à la France d'aller dans le mur. Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, est mon invitée. Elle vient de sortir justement « On va dans le mur » et c'est chez Albin Michel. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, dans ce livre, vous dénoncez les dérives des dépenses publiques, un État français obèse, vous le dites, sous toutes ses formes. À vous lire, finalement, ce n'est même plus une réforme dont l'État a besoin, mais véritablement une réduction drastique, je dirais à la fois de ses moyens, mais aussi de ses missions. Un État finalement réduit au strict minimum. Quel est votre modèle, Agnès Molinier? Est-ce que c'est finalement les États-Unis, mais plus les États-Unis version Tea Party que les États-Unis version Obama? Je crois qu'il n'y a pas de modèle en particulier. Il y a beaucoup de pays qui ont fait des réformes. J'en parle dans le livre, suivant les chapitres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites ailleurs. Quand on pense par exemple à la retraite, on est encore en train de se demander 62 ans. Pourquoi 62 ans alors que tout le monde ailleurs est à 65, voire à 67 et pas forcément dans les pays anglo-saxons, même dans les pays scandinaves. Alors ça, oui, sur la réforme des retraites. Donc il y a beaucoup de pays qui ont réformé. Nous, on fait semblant de réformer. Donc c'est vrai qu'on a lassé les Français parce qu'à force de dire on fait la réforme de ceci, de la formation professionnelle, de l'école, la réforme des collectivités locales. À la fin, les Français croient qu'on a fait plein de réformes et on n'a fait que des mini-bouts de réformes, des petits pas, des fausses réformes de façade. Et puis, on a usé ce mot et on n'a pas réformé structurellement. Alors vous, votre réforme, c'est vraiment la cure drastique à la fois au sein de l'État et au sein des collectivités territoriales. Gel, par exemple, un gel de l'embauche des fonctionnaires pour 5 ans, ça représente 630 000 postes qui seraient supprimés et vous dites que c'est équivalent à 15 milliards d'euros d'économie. Alors c'est grosso modo 125 000 postes par an. Est-ce que vous feriez véritablement une telle thérapie de choc en ce moment, en période de crise, alors que ça a un impact récessif, forcément? Puisque le multiplicateur, d'ailleurs, au sein de la Commission, dit qu'un point de dépenses publiques en moins, c'est un point de croissance en moins. Donc, à un point de croissance, ça ferait beaucoup en France. La Commission aussi nous demande des réformes structurelles, ça ne vous a pas échappé. Bien sûr, mais pas les 630 000 postes dont vous parlez. L'interview de Pierre Moscovici qui justement nous demande des réformes structurelles concrètes et un agenda détaillé. Plutôt sur le marché du travail. Et précis, un agenda détaillé et précis. 630 000 postes en 5 ans. Je crois qu'il y a un moment où la vraie question, c'est quel État on veut, à quel prix, et ce n'est pas que l'État, c'est aussi les collectivités locales, la sécurité sociale, et comment on réorganise. Finalement, tout ce qu'on a fait ces dernières années, et ce n'est pas valable que simplement sous ce gouvernement-là, c'est valable sous les gouvernements précédents aussi, on a empilé. On a empilé à chaque fois en là, vous parlez du millefeuille administratif dénoncé par plusieurs personnes, d'ailleurs, y compris René Dosière, député PS. Oui, mais c'est là que l'erreur, à la fin, c'est que ça coûte plus cher et qu'on n'a pas des meilleurs services publics qu'ailleurs. C'est pas vrai. Pourquoi la Cour des comptes épingle d'ailleurs aussi l'État français sur cette question. Mais sur la question des fonctionnaires, pardonnez-moi Agnès Verdier-Molinier. Cette question des agents, c'est en fait la question de la compétitivité. 630 000 suppressions de postes sur 5 ans. Vous croyez que c'est faisable, et c'est faisable en période de crise? Ce que je pose dans ce livre comme question de fond, c'est la question de la compétitivité de notre modèle. Est-ce que notre modèle ne nous empêche pas... Vous apportez des solutions. Les 630 000 postes supprimés, c'est une de vos solutions. Oui, mais c'est un des objectifs à atteindre. Un des objectifs à atteindre, c'est d'avoir moins d'agents publics, c'est d'avoir moins d'élus, c'est d'avoir moins de strates, c'est d'avoir moins de pages... Il n'y a qu'un seul pays qui a réussi à le faire, c'est le Royaume-Uni, mais ils avaient une politique monétaire expansionniste en même temps. Il n'y a pas qu'un seul pays qui a réussi à avoir moins d'agents publics drastique que nous. Vous savez, je pense qu'on gouverne bien et on réforme bien avec des objectifs clairs. Aujourd'hui, on a 5,3 millions d'agents publics. On pourrait avoir les mêmes qualités de services publics avec 4,5 millions d'agents publics. Après, le problème, c'est les doublons. C'est-à-dire que si vous avez évidemment des agents qui, à tous les niveaux de strates, font le même travail, par exemple sur le tourisme, sur la communication, etc., comme on le montre à longueur d'études. Si vous avez des agents qui ne sont pas présents 35 heures par semaine, mais beaucoup moins, parce qu'en fait, le temps de travail légal est inférieur. Si vous avez des taux d'absentéisme, comme on a aujourd'hui à l'hôpital, comme on a dans certaines villes, comme par exemple Montpellier, où on arrive à 39 jours d'absence par agent et par an, eh bien, vous avez un problème de productivité du secteur public. Bien sûr, la Cour des comptes, d'ailleurs, déplore qu'à chaque fois que l'État a eu à s'organiser, finalement, il n'a jamais réussi en France. Et ça fait 20 ans que ça dure. 36 textes sur la mobilité se sont succédés. Et je cite la Cour des comptes, sans effet probant. Donc il y a de nombreux blocages, c'est ce que vous dénoncez. Mais ça montre à quel point c'est difficile en France. C'est très difficile, mais alors, une telle thérapie de choc, la mettre en place en France? Finalement, c'est juste des réformes que tous les autres pays ont fait.
Non, je dis, il n'y a que le Royaume-Uni qui a véritablement réduit sa fonction publique. C'est pas vrai, vous regardez 630 000 fonctionnaires. Dans beaucoup de pays, vous regardez la moyenne de l'Union européenne. En moyenne, Union européenne, on a 700 000 agents de plus que les autres pays. C'est des chiffres qui sont des chiffres de la Commission européenne. Donc, je crois qu'on a effectivement des objectifs à atteindre. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que finalement, malgré tout, on est quand même dans une situation où on peut se relever, où on peut réformer, où on a de la marge pour récupérer cette compétitivité. On parle de la compétitivité de nos entreprises. Elle est mauvaise, mais elle n'est que le reflet du coût de notre modèle social, de notre modèle de l'État et des collectivités. Alors, sur la cure d'amaigrissement, pour revenir, pour être pragmatique, parce que je sais que vous aimez le pragmatisme, Absolument. L'armée a subi des réductions drastiques, donc vraiment du côté de l'armée, que peut-on faire de plus? Pas vraiment plus. Où faites-vous les coupes, Agnès Verdier-Molinier? Alors justement, vous parlez de l'armée, vous avez raison. Je crois qu'à un moment, les Français demandent aussi un État régalien qui soit bien géré. Qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années? On a embauché massivement, notamment dans les communes, les intercommunalités, les départements et les donc régions. c'est d'abord auprès des collectivités locales qu'il faut réduire. Mais on a augmenté massivement les agents dans ces postes-là. Et puis de l'autre côté, on a baissé sur le régalien la part de PIB consacrée notamment à la défense et à la justice. C'est une question qu'il faut poser aussi à nos concitoyens. Vous voulez quel État? Vous voulez quelle collectivité? Vous voulez quelle efficacité de service public? Vous savez, quand je me suis lancée dans l'écriture de ce livre, je croyais qu'on avait la liste des taxes et cotisations sociales. Oui, ça c'est intéressant, ce que très vous dites. C'est facilement, impossible de trouver très facile à obtenir. la liste des taxes en France. Eh ben, il n'en existe pas. C'est la première fois dans ce livre qu'on publie une liste totale des 360 taxes et cotisations. Donc il y a un problème d'inventaire. Je vous donne constat. Un autre exemple. Là, on va avoir les départementales. Donc on a aujourd'hui le nombre d'agents par département dans toute la France. Il est impossible d'avoir le nombre d'agents pour 2007 ou 2006 ou 2005 ou 2009 par département d'agents des conseils généraux. C'est impossible de remonter en arrière. De constat, du coup, difficile de faire des réformes. On croit qu'on connaît tout sur les problèmes de la France. Et finalement, quand on cherche il n'y a même pas de statistiques basiques, on ne les trouve pas. Mais est-ce que ce n'est pas une approche trop comptable des choses, Agnès Verdier-Molinier? Regardez, par exemple, un fonctionnaire sur deux, pas remis en place, c'était Nicolas Sarkozy. À l'époque, on a dit ça va nous faire économiser 400 millions d'euros. Au final, la Cour des comptes dit non, finalement, c'est 100 millions d'euros seulement. Donc, lorsque vous dites une économie de 15 milliards d'euros, justement avec une suppression de 600 000 postes, est-ce qu'on est vraiment dans les chiffres? C'est une approche très comptable, alors qu'on a l'impression qu'avec l'économie, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Alors, je crois que c'est intéressant de revenir au 1 sur 2. Pourquoi le 1 sur 2 n'a pas fonctionné, n'a pas permis de faire d'économies? D'abord parce que dans les agences de l'État, en dehors de la fonction publique d'État, ce qu'on appelle traditionnellement les agents qui travaillent pour l'État, on a embauché dans les agences, sans le dire. Donc évidemment, finalement, on a eu presque plus d'agents qu'on en avait précédemment. Ensuite, les économies qui ont été réalisées ont été toutes reversées en primes. En 2008, on est allé jusqu'à 75% des économies qui étaient reversées en primes. Évidemment, il ne fallait pas le faire. Pendant ce temps-là, les collectivités locales ont embauché l'équivalent, voire plus, de ce qui était supprimé au niveau de l'État. Donc c'est pour ça que je donne aussi des objectifs au niveau global, c'est-à-dire ne plus saucissonner. Il y a un problème d'exécution, pas seulement d'objectif. Non, mais ne plus saucissonner la réforme. Avec la révision générale des politiques publiques, on ne regardait... La fameuse RGPP qui a duré des années, finalement, qui n'a pas fonctionné. Ça a duré 5 ans. On ne regardait que l'État. On ne voulait pas regarder les collectivités. Aujourd'hui, heureusement, avec la modernisation de l'action publique, on regarde l'ensemble de la dépense publique. Mais c'est un progrès. C'est un progrès, mais on ne s'est pas encore donné les objectifs à atteindre. Combien on veut d'élus dans notre pays? Combien on veut d'agents? Combien on veut de pages? Est-ce que ça se calcule véritablement comme ça? Est-ce que vous préférez pas plutôt parler d'un État moderne, un État dans lequel on puisse utiliser le big data? Vous ne parlez pas de big data, par exemple, de votre livre? Tout petit peu. Je parle justement. Alors, il y a un dernier chapitre. La modernisation de l'État, comme a pu faire le Canada, comme vous avez raison d'en parler. D'abord, l'ouverture des données publiques. Ça ferait faire des économies et peut-être que ce serait plus simple que de comptabiliser simplement le nombre de fonctionnaires par-ci, le nombre de taxes de l'autre. Déjà, je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. Si on a le nombre d'agents, si on a le nombre de taxes, on sait déjà de quoi on parle. Je pense que c'était un premier bilan qu'il fallait faire. Ensuite, évidemment qu'il faut moderniser, évidemment qu'on veut un État moderne avec la possibilité d'aller sur Internet, ne pas faire des démarches administratives qui demandent d'aller à l'autre bout du département ou de la région. Je donne un exemple. Aujourd'hui, des personnes qui sont en train d'arriver à l'âge de la retraite, qui sont obligées de se déplacer avec leurs 40 ans de feuilles de paye pour pouvoir regarder combien ils vont avoir de retraite, qui dans les derniers mois avant la retraite ne le savent toujours pas. Là-dessus, les nouvelles technologies pourraient être utilisées. Qui ne le savent toujours pas, à qui on demande parfois 3 fois de suite de prouver qu'ils ont eu 3 enfants ou 4 enfants ou 2 enfants. Est-ce que vous pensez que c'est un État moderne, ça, qui fonctionne et qui... Non,
franchement... Mais vous ne proposez pas vraiment d'utiliser une nouvelle technologie Mais pour bien cela? sûr que si. Mais bien sûr que si, je ne fais que ça. Je propose justement dans le dernier chapitre, qui s'appelle « Et si demain on changeait tout ?» justement d'arriver à cette modernité, à cette capacité d'être vraiment au service du public, par les nouvelles technologies, par l'ouverture des données publiques et aussi de rendre des comptes. Alors une dernière question, parce que c'est vrai que votre livre replace véritablement la place de l'État. Je veux dire, vous avez une réflexion autour de ça qui va au-delà de ce que vous dites. Finalement, l'État, c'est simplement un État régalien. Lorsqu'on vous regarde les États-Unis, finalement, l'État a sauvé l'industrie automobile en la nationalisant. L'État a sauvé finalement les États-Unis de la crise, puisque c'est en s'endettant. Il y a eu un plan de relance de 800 milliards de dollars aux États-Unis. Donc vous, finalement, un État stratège, ce n'est pas votre vision. L'État doit être purement régalien. Est-ce que ce n'est pas un retour en arrière? Même les États-Unis, finalement, utilisent l'État dans l'activité économique pour justement, lorsqu'il y a une crise. L'exemple des États-Unis est intéressant, notamment, je pense que vous faites allusion à General Motors. Bien sûr, les Big Three, les trois grands groupes automobiles, ils ont été nationalisés, restructurés, et aujourd'hui, ça fonctionne. Oui, et l'État ensuite est sorti du capital. Bien sûr, mais il est rentré tout de même. Du capital. Il est rentré tout de même. Voyez, nous, on a beaucoup de grands débats là-dessus, sur Alstom, etc. Vous avez sûrement suivi toute cette question. Ce qui est très amusant, c'est que l'État était rentré au capital d'Alstom. Il a sauvé Alstom pendant un temps. Sorti. Et puis après, on a eu tout un débat pourquoi l'État n'était plus au capital. Et finalement, tout ça est beaucoup de... Pour vous, ça n'est pas efficace, un État stratège qui puisse intervenir dans l'économie de cette façon, comme il a pu le faire aux États-Unis? L'État, comme ce qu'il a fait aux États-Unis, est intéressant et pas forcément un exemple qu'il faut proscrire. Hein. Nous, on a écrit pas mal de papiers sur ce sujet à la Fondation IFRAP. En revanche, que l'État soit en permanence au capital d'entreprises, comme c'est le cas par exemple sur la SNCM, que je cite dans mon livre, une entreprise dont on ne peut pas qualifier qu'elle ait été bien gérée. Aujourd'hui, elle est proche de la faillite. Je pense que l'État devrait être beaucoup plus courageux dans sa gestion du patrimoine des Français qu'il a investi dans certaines entreprises et que c'est aussi notre intérêt commun à tous. Merci beaucoup. Agnès Verdier-Molinier d'avoir été mon invitée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité de l'Écho. Reste avec nous.